Tristan Charvilla a mis au point une méthode de design produit unique lorsqu'il était VP Design chez BlaBlaCar. En collaboration avec Rémi Guyot, ils ont créé le concept Discovery Discipline, basé sur la convergence et la collaboration entre le design et le produit. Cette méthode m'a carrément tapé dans l'œil et je suis très heureux de l'avoir reçu pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur tout ça. Bonne écoute dans Parlons Design. Parlons Design saison 5 est supporté par ZKKOS Theory, le site des product designers. Hello Tristan, bienvenue dans Parlons Design. Bienvenue dans cette interview, je suis ravi de t'avoir avec nous pour nous parler de la Discovery Discipline. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens? Salut Romain, d'abord merci de me recevoir dans ton podcast. Je ne sais pas quel numéro d'épisode c'est aujourd'hui, mais un sacré paquet d'épisodes, c'est impressionnant. Bravo pour tout ça, pour ton travail. Alors moi je suis Tristan Charvilla, je travaille sur les sujets de design depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas grand-chose. Je suis passé par une agence au départ pour essayer d'évangéliser un petit peu sur le sujet. Ensuite, je suis parti chez PayPal pendant 5-6 ans. Ça a été un vrai changement pour moi. J'ai vraiment eu la chance d'avoir un peu la tête en Californie et les pieds à Paris à une époque où le design explosait. Donc c'était vraiment une super opportunité, une super boîte. Les gens disent encore aujourd'hui que j'ai un tatouage PayPal sous mon t-shirt. Vous le saurez pas aujourd'hui. Et c'est vrai ça? Eh ben, On n'a pas l'exclusivité. Non, je garde le mystère. Je préfère qu'on reste sur une légende. Les enquêtes vont se multiplier pour découvrir la vérité. Et après mon expérience PayPal, j'ai rejoint BlaBlaCar, où j'ai eu autant des activités d'individual contributeurs au départ, pour lancer une application qui s'appelle BlaBlaCar Daily. Donc l'opportunité de commencer de zéro une application, formidable expérience. Et puis après un rôle de management de l'équipe design. Puis au fur et à mesure, j'ai travaillé sur des problématiques supplémentaires d'intégration dans les équipes design du product marketing, de mécanique d'email, et puis de la marque BlaBlaCar et du studio créatif. Super, ouais. Une expérience hyper enrichissante pour donner un petit peu une idée en termes de timeline aux auditeurs. Écoute, très simplement, c'est 15 ans divisé en 3 fois 5. C'est à peu près ça. Donc, en 2005, j'étais en agence qu'en 2010, et puis 10 à 15, et puis 15 à 20, 22. Voilà. Je fais Sur des bons cycles 5 ans. réguliers. C'est ça, exactement. Super, merci pour cette intro. Aujourd'hui, on est là pour que tu nous racontes un petit peu l'histoire de la Discovery Discipline et tout ce qui va avec, la nouvelle, enfin la méthode, la philosophie que tu as conçue durant toutes ces années d'expérience en design. Si tu devais nous la raconter un petit peu en résumé efficace, comment tu la présenterais à nos auditeurs? Aujourd'hui, les équipes design et produits sont devenues performantes dans les activités d'exploration pour diverger. Chercher des nouvelles idées, on sait faire des brainstorms, on sait faire. C'était pas le cas il y a 15 ans, hein, c'était plus difficile, mais aujourd'hui, cette idée que, allez, on se met ensemble et on juge pas les idées et on creuse et on rêve, ça marche bien. Par contre, les activités de convergence sont beaucoup plus difficiles. Et c'est ce qu'on voit dans la mise en œuvre de très souvent des activités de product discovery, y compris, j'ai l'impression, dans les design sprints, hein, pour les avoir pratiqués un peu. On arrive à générer plein d'idées, plein de perspectives, on apprend, mais on a du mal à converger pour qu'à la fin du process, mais en fait, on soit prêt pour passer en delivery. Et on voit très souvent des activités de design thinking ou de discovery qui amènent à des concepts intéressants, mais ces concepts, très souvent, ils voient pas le jour parce qu'ils sont trop éloignés, soit d'un positionnement pertinent pour l'entreprise, soit d'une vraie perspective business ou d'une priorité tout simplement pour la boîte. Alors après, on développe des frustrations, on dit on m'entend pas, on m'écoute pas, pourtant j'ai bien fait le travail. Mais le fait est que si on comptabilisait le pourcentage de discovery qui amène effectivement à une delivery et à un produit live, je crois qu'il est assez faible. Donc ça a été ça notre réflexion en se disant, en fait, il faut aider à la convergence, à aller vers l'essentiel, à aller vers du solide, pour que à la fin de la méthode,
l'étape suivante, ce soit développement et pas nouvelle phase d'évangélisation pour essayer de pitcher l'idée et de voir comment on pourrait éventuellement la construire un jour. Ouais. Il y a vraiment cet aspect de venir compléter quelque chose qu'on sait moins bien faire aujourd'hui, venir résoudre ça, enfin venir designer une solution finalement à la problématique de comment faire un choix, comment converger vers une solution qui est venue s'incarner dans cette méthode, outil, philosophie. Oui, c'est ça, complètement. Et je crois que ce dont je parlais tout à l'heure, cette convergence entre le produit et le design, il est là. C'est-à-dire que le design est souvent très fort à la divergence, hein, à explorer. Et le produit attend beaucoup de convergence, attend de l'action et du pragmatisme orienté business parce il faut que ça parte en dev et il faut que ça ait de l'impact. Et comme on a toujours été un peu obsédé par ces deux dimensions et ce rapprochement, je crois que la méthode, elle incarne beaucoup ça. Et d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais c'est une méthode qui sert aux designers comme aux product managers. C'est une méthode commune. C'est pas une méthode de design, c'est pas une méthode de produit, c'est une méthode de product discovery qui donc va chercher une dimension très pragmatique et une dimension très exploratoire. Ah, donc ça vient réunir ces parties prenantes du produit que sont directement l'équipe produit et l'équipe design pour avoir finalement un résultat commun, un travail commun dans le fait d'apporter une solution aux problématiques. Exactement. Et donc, cette méthode, on l'a pas dit, mais il y a 7 étapes, hein, on passe par sept phases. Et dans chaque phase, Dis-nous en plus. Alors, on aime beaucoup les acronymes avec Rémi. Donc, après le What the fuck qui avait marqué un certain nombre de personnes, on a beaucoup cherché un acronyme. Et en fait, il s'avère que ça marche bien avec le mot focused. Donc, FOCUSED. Ça fait 7 lettres et c'est le nom, c'est la première lettre de chaque étape. Donc, c'est 7 étapes qui passent par un petit peu un regard 360 sur ce que c'est que de construire un produit en discovery. Et pour chacune de ces étapes, ben, en fait, elle représenterait, si tu veux, un diamant. Hein, quand on parle du double diamant ou la méthode du diamant tout simple il y a très longtemps, ben, c'est la même philosophie de diverger-converger. Et là, on le fait pas 2 fois, on le fait 7 fois. Chaque étape est un diamant avec une partie d'exploration, de diverger, où on propose tout un tas d'activités qui te permettent de creuser le domaine de l'étape, et puis un livrable qui, lui, va forcer la mécanique de convergence très fort. C'est là où il y a un vrai différenciateur par rapport aux autres méthodes, c'est que à la fin de chaque étape, il y a un livrable, quasiment une phrase à trous, dans laquelle il faut apporter quelques mots. Et c'est souvent beaucoup plus difficile d'apporter juste quelques mots que d'en apporter beaucoup. Donc c'est là cette forte mécanique de convergence qu'on met en place à chacune de ces étapes. Et pour revenir à la question de la collaboration entre le design et le produit, bah, je crois que ce qui force très fort la collaboration, ce qui l'a fait marcher, c'est que le livrable, il est commun aux designers et aux product managers. Et il y a peu de choses qui nous rassemblent autant qu'un but commun. Hein, en psychologie sociale, il y a même des expérimentations qui montrent que ce qu'on appelle le destin commun, donc si on va se retrouver à partir dans la même direction dans un train ou dans une direction inverse, on va avoir tendance à juger les personnes qui vont dans la même direction que soi mieux que celles qui vont dans la direction inverse. C'est une expérimentation très amusante où on prend des gens, les trains sont arrêtés et on leur demande d'évaluer les gens autour d'eux dans le wagon qui va donc dans la même direction qu'eux, puis d'évaluer les gens qui sont dans le wagon d'en face. Et on surévalue toujours les gens du même wagon. On appelle ça le destin commun. Donc ça, c'est une notion très profonde de psychologie sociale, mais je crois que c'est très vrai. Et donc, avoir un livrable commun, c'est travailler ensemble, main dans la main. Et donc, si on rentre dans chaque étape, on va voir qu'il y a c'est des contextes différents chacune des étapes. Donc, parfois, le product manager va être un peu plus en avant, va être le leader parce que c'est plus son domaine de prédilection. C'est un peu sa verticale. D'autres cas, c'est plus la verticale du design. Mais dans tous les cas, on attend un alignement commun de ces deux personnes, avec même, dans certaines étapes, l'intervention de personnes supplémentaires, comme les gens du product marketing, par exemple, à l'étape qu'on appelle claim en particulier, où ils vont aussi apporter quelque chose et aussi avoir une implication forte dans l'exécution du livrable. Ouais, c'est cette partie d'engagement du coup des parties, enfin des parties prenantes au projet est hyper important et se démarque vraiment dans cette méthode. Ce que j'ai pu aussi, on va dire, repérer en discutant avec toi un petit peu à l'avance et puis
en me renseignant avec toutes les infos que tu m'avais transmises, c'est le point que il y a un acharnement sur ce fait de convergence, sur ce fait de on va converger ensemble, mais le diamant, on va vraiment le refermer à un moment. Au lieu de souvent les méthodes double diamant, comme on parlait tout à l'heure, enfin voilà, toutes les méthodes qu'on connaît sur ces sujets-là, on abstrait un petit peu la convergence, on se dit ça va se faire de la meilleure des manières, on ne sait pas forcément comment. Et là, vous avez vraiment appuyé cet aspect convergence fort. Et personnellement, c'est vraiment beaucoup ce qui m'a marqué là-dessus. Tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était vraiment quelque chose sur lequel vous appuyez vachement. D'où est-ce que ça vient finalement, cet acharnement sur la convergence ce... Écoute, c'est marrant parce que je crois, moi, que dans le fond, c'est un levier de réussite autant pour le produit que pour le design. C'est-à-dire que maintenant, le produit, des problématiques de priorisation, par exemple, c'est en permanence. Hein, et qu'est-ce que c'est que de prioriser? Bah, c'est d'aller à l'essentiel. Hein, c'est d'avoir un travail de convergence, en fait. On a plein de sujets et puis maintenant, il va falloir en garder que peu parce qu'on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire bien. Mais c'est aussi une problématique de designer, de simplification. Hein, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui est que on atteint la perfection non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et donc c'est pareil, cette phase de convergence, évidemment que le design c'est de l'exploration, mais le produit aussi, chercher des idées, mais à un moment donné, pour arriver à quelque chose de pur et de solide, ben, il faut avoir convergé. Donc je pense que autant dans la partie de notre culture produit que celle de design, ça a toujours été pour nous un objectif en fait, de se dire quand est-ce qu'il n'y a plus rien à enlever, quand est-ce qu'on arrive à cette espèce de forme de finalité. Voilà. Encore une fois, on se disait tout à l'heure, il n'y a pas une seule façon de regarder le design, ni une seule façon de regarder le produit. C'est la nôtre, celle-là. Mais la nôtre, elle est portée sur cette idée que ben, il faut aller à l'essentiel et que c'est l'essentiel qui nous intéresse. Donc, dans chacune de ces étapes, effectivement, ben, on met en place ce framework, on met en place cette idée. Le first use case, c'était une première illustration de ça. Hein. Et d'ailleurs, le first use case, c'est le livrable d'une de nos étapes. Pour donner à tout le monde une petite idée de ce qu'on appelle le focus ou la convergence, il faut juste avoir une idée des étapes macro. Donc, on a dit que c'était focus. Donc, la première lettre de focus, c'est frame. C'est l'étape dans laquelle on va définir les ambitions et l'objectif de notre projet. Donc, on propose plein d'activités pour aller creuser les perspectives business, creuser les besoins, creuser l'existant, creuser les performances qu'on a déjà aujourd'hui. Donc ça, c'est de la divergence. Le livrable, il va demander à l'équipe de définir le KPI qu'ils ont envie d'impacter, le palais. Donc, faire ce travail de se dire, oui, j'aimerais bien faire de l'acquisition et puis augmenter ma performance de transfo et puis augmenter mon NPS, plein de choses. Et peut-être que ça arrivera, mais là, la question, c'est quoi le KPI qu'on a envie d'impacter essentiellement. Voilà. Donc, ce travail de focus. On demande aussi de définir ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire on veut optimiser une donnée, mais on ne veut pas impacter une autre. Et puis, on demande de définir si on va passer une semaine, 3 semaines ou bien 3 mois sur le projet. Voilà le type de livrable. Donc, en sortie de toute l'exploration qu'on peut faire sur les objectifs et sur les opportunités, on sort un KPI, un damage control et on sort une notion de temps pour la discovery. Donc, énorme convergence, fin de discovery, on a quelque chose sur lequel tout le monde s'aligne, tout le monde est clair, et on a pu ouvrir les chakras à un moment, mais à ce moment-là, on synthétise et tout le monde se met d'accord sur un point commun. Sur un point commun. Et ce point commun, il va être une guideline pour tout le projet, en fait. Ouais. Typiquement, si on veut travailler un taux de conversion, on va non seulement dire, OK, c'est en fait, moi, ce que je veux précisément, c'est mon taux de conversion. Et pas nécessairement mon NPS. J'accepte l'idée que ça va pas être ça. Moi, ce que je veux, c'est un taux de conversion. Par contre, en damage control, je veux continuer à avoir un volume parce que si j'ai plus qu'un client qui réussit son achat, je vais avoir un taux de conversion fantastique, mais je vais plus avoir de volume. Donc, je veux soit améliorer, soit pas impacter. Puis, on va demander aussi, mais dans quelle mesure tu veux améliorer ton taux de conversion? Est-ce que tu veux passer de 30 à 30, c'est déjà très bien, mais peu importe. Est-ce que tu veux passer de 30 à 32 ou est-ce que tu veux passer de 30 à 70? Cette décision-là, cette discussion qui doit arriver dans l'équipe,
elle est fondamentale parce que elle donne beaucoup d'indices sur l'ambition, sur les efforts qu'on doit mettre sur ce sujet. Et en général, quand on n'est pas clair là-dessus au départ, ben on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps ensuite parce que on s'était pas aligné sur cet impact qu'on a envie d'avoir et donc sur l'effort qu'on veut mettre dedans. Pour les designers, on peut imaginer que c'est l'adoption d'une fonctionnalité. Je veux mettre un GPS, un navigateur dans mon application de Blablacar, par exemple. Est-ce que j'ai envie que 10% des gens l'utilisent parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin et ça me va bien, ou est-ce que je veux que tout le monde l'utilise parce que je pense que c'est indispensable. Pareil, ce sont des vraies discussions à avoir et ça code pour à peu près toute l'équipe. Donc, on finit avec ça, cet objectif très précis. On entre dans la deuxième étape, le O, qui est Observe. Et ça, c'est une étape où on va essayer de découvrir quel est le cas d'usage essentiel, le cas d'usage qu'on a envie de craquer. Encore une fois, pas les cas d'usage, le cas d'usage. Et donc, on va aller faire des interviews, on va aller faire toutes les méthodes d'exploration utilisateur possibles. Donc, on aime bien les home visits quand on a le temps, fantastique, aller parler aux gens chez eux. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça donne une matière magnifique. Mais à la fin, il va falloir converger pour définir quel est le first use case. What the fuck? Et le first use case, c'est le cas essentiel que l'on veut craquer. Évidemment qu'il y a des tonnes de cas autour, mais quel est celui sur lequel on a vraiment envie de se concentrer? Voilà. On a 5 méthodes derrière, toutes organisées sous la même idée. Donc, si tu veux, je le fais de manière un peu plus rapide. Le C, c'est claim, et on va chercher quel est le positionnement de la fonctionnalité. On travaille très tôt ce positionnement un peu marketing, ce claim, avec un livrable qui est un tweet. Comment est-ce qu'en 280 caractères, est-ce que je vais être capable d'expliquer ma fonctionnalité? Le U, c'est l'activité de unfold, où là, cette fois-ci, on va prendre du recul et on va se dire, attention, je fais du produit, j'ai le nez dans le produit et j'ai l'impression que tout est produit. On dit pour un marteau, tout a l'air d'un clou. Bah, je crois que pour un product designer et un product manager, tout a l'air du produit. Mais il se passe plein de choses autour. Il se passe des choses avant, après. Donc, dans cette étape, on demande de reculer et d'identifier les 5 points, des touch points essentiels de mon expérience. Quand est-ce que ma fonctionnalité, elle va être en contact avec mon utilisateur? Peut-être dans une campagne marketing en amont, peut-être avec un service client en aval, il va peut-être se passer plein de choses autour. Donc là, on est au U. Le S, c'est le style, le vol. Et ça, c'est un point qui me tient à cœur parce qu'il est un peu, épicé pour les discussions avec les designers. C'est cette idée que, bien, en fait, il faut aller chercher les briques existantes autant que possible, reprendre les patterns qui existent ailleurs pour les réutiliser. Et donc, on va voler des morceaux. Et donc, on te demande de trouver les 5 pépites que tu as trouvées ailleurs, que tu vas réutiliser dans la construction de ton expérience. Le E, c'est execute avec toute la phase de construction, de design, d'itération, évidemment toujours avec des tests utilisateurs rapides et des choses comme ça, pour parvenir à un prototype en livrable et des hypothèses que tu cherches à valider pour t'assurer que ça fonctionne comme tu le souhaites. Et le D, c'est le decide. Ça va être les tests utilisateurs, mais plus structurés, pas en mode guérilla, mais en mode usability plus classique et très méthodologique. Et de ces tests utilisateurs, on va finir sur une conclusion, le decide. Est-ce que c'est un go ou un no-go? Donc le nom du livrable, c'est go, no-go. C'est-à-dire que là, on demande à l'ensemble de l'équipe un peu une signature en bas de la page. Évidemment, on va continuer à itérer derrière. Évidemment, on a le droit de se tromper. Mais est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'on a envie d'aller en delivery cette fois-ci? Et pas simplement, on a un prototype dont on est fier et on passe à autre chose. Merci pour ce beau récap de la méthode. On voit vraiment, enfin, c'est hyper clair comme ça, avec ces 7 lettres pour ces 7 étapes de focus. On a 7 étapes pour partir de j'ai un problème, qu'est-ce que je veux résoudre, qu'est-ce que je vais résoudre et comment je vais le mesurer, en passant bien sûr par toutes les étapes qui vont derrière. Quels sont les problèmes de mes utilisateurs, comment je vais pouvoir le vendre, comment je vais l'intégrer dans tout le reste de mon écosystème, à quoi ça va ressembler, comment ça va prendre vie, pour être mené en fait vraiment jusqu'à prochaine étape, on livre entre guillemets au côté développement, implémentation réelle. Absolument. Donc ça prend tout le sens dans ce que tu nous disais tout à l'heure sur finalement ça touche autant à l'équipe product, le CPO avec qui notamment vous avez co-conçu la méthode, mais ça prend tout son sens que ça collabore avec lui et son équipe.
et avec le design pour mener il n'y a pas de feature, il n'y a pas de solution, on a une proposition, elle est validée, et tout semble indiquer qu'on va la tester, et encore une fois, toute l'équipe prend la responsabilité un petit peu de dire c'est suffisamment solide pour qu'on puisse l'emmener à la prochaine étape, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, on considère que chacun a des outils, des compétences différentes, mais on a une mission commune. Et pour être proche des designers en particulier, puisque c'est mon cœur de métier, je vois bien à quel point un designer, dans la phase d'execute, où il va cette fois-ci monter ses écrans, à quel point il est enrichi par le travail qu'il a fait sur la définition du KPI. On en parlait tout à l'heure, 10% utilisent le navigateur ou 80%. Mais si cette notion elle est claire, tu vas pas designer de la même façon. Tu vas pas mettre ta fonctionnalité autant au centre du sujet si ton objectif est différent. De la même manière, le claim, une fois que tu as été capable d'écrire en 280 caractères le positionnement de ta fonctionnalité, il y a forcément des mots que tu vas réutiliser dans ton expérience. Parce que c'est les mots essentiels, parce que c'est les vrais leviers, pas simplement pour le vendre, mais pour convaincre de l'utilité. Donc, on se rend bien compte que le fait d'avoir participé à toutes ces étapes pour un designer, c'est essentiel. Et de la même manière, pour un product manager, d'avoir participé aux étapes qui ne sont pas habituellement son cœur de métier, comme du positionnement pour certains et évidemment de l'exécution du design pour d'autres, mais tout ça, c'est un enrichissement mutuel, mais ça enrichit en particulier le produit. Et c'est ça qu'on va chercher. Complètement. C'était la question que je voulais te poser derrière. Enfin, voilà, ça a tous ces premiers avantages que tu viens de décrire. Là, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans, tu m'as dit que chez BlaBlaCar, c'était vraiment 100% des projets qui utilisent cette méthode focused pour concevoir les nouvelles features produits, enfin voilà, l'ensemble du produit, en fait. Comment est-ce que tu perçois les bénéfices de cette méthode au sein de l'équipe? Quels ont été pour toi les indicateurs de succès de cette méthode finalement que tu as pu constater au sein des équipes? C'est une super question, Romain. Très très bonne question. Et effectivement, je crois que ça serait pas cohérent d'avoir une méthode focused, exigeante sur les KPI sans être capable d'expliquer en quoi on a vu des bénéfices sur cette méthode. Alors, écoute, je dirais que bon, il y en a plusieurs. Un premier bénéfice, c'est l'alignement des pratiques. Si tu veux, c'est presque le développement d'une culture produit design dans l'entreprise. On pense de la même manière, on travaille de la même manière en cohérence. La méthode, elle impose pas de timing ni d'activité spécifique. Hein, dans Observe, j'ai envie de faire des home visits pendant 3 semaines parce que je pense que c'est la bonne chose sur le projet, ou à l'extrême inverse, mais en fait le first use case, je le connais déjà, et donc le livrable, je peux le remplir en 5 minutes. Les deux cas, c'est complètement possible. Voilà, la méthode ne prescrit pas ça. C'est pour ça qu'on peut appliquer dans tous les projets chez BlaBlaCar parce que ça marche sur des tout petits projets comme sur des très gros projets, puisqu'on ne prescrit pas le temps à passer. Par contre, le fait que tous les projets se posent les mêmes questions de mon objectif, mon problème, mon positionnement, euh, la problématique de prendre du recul, mon écosystème, tu l'as très bien dit, les choses que je vais réutiliser, etc. Mais ça, en fait, ça permet de développer une culture commune. Alors, la culture commune, à quoi ça sert? Déjà, ça sert évidemment à créer de la cohérence entre les briques du produit. Hein, quand tu construis ton produit, au bout d'un moment, tu sais bien que les briques, elles sont pas construites par les mêmes personnes, mais l'ensemble doit être cohérent. Penser de la même manière, c'est un vrai pas en avant pour construire des expériences cohérentes. Euh, Ça aide aussi, alors là, pour les managers, ça aide énormément à modifier les pratiques. Le jour où tout le monde utilise le même framework, mais en fait, tu travailles directement sur le framework. Donc, si tu vas rajouter une pratique ou en modifier une, tout d'un coup, tu impactes l'ensemble des équipes qui travaillent avec le framework. C'est une sorte de factorisation. Tu travailles sur ta factorisation et ça s'applique sur tous les acteurs projet. Ça a permis, alors là, le rapprochement très fort produit-design, et j'ai même envie de dire que ça a favorisé, parce qu'on le voit, de la porosité entre les rôles. Et on a des designers qui partent côté product manager et inversement, des product managers. On en a un certain nombre qui, même partis de chez Blablacar, deviennent designers ou deviennent cette espèce d'hybride produit et design qu'on aime tant.
Ça n'enlève pas ses compétences, soit très business, soit très tech, parce qu'on a aussi des PM très tech, soit des designers avec très craft. Mais par contre, on sent bien qu'ils ont développé une culture commune autour de ça. Euh, je dirais aussi que c'est un super outil d'onboarding. Mais là, on est autour de la thématique du culturel. C'est-à-dire qu'un nouveau entrant dans l'équipe, bah, il commence par s'approprier la méthode. Et une fois que tu t'es approprié la méthode, tu peux travailler en fait avec à peu près n'importe quel squad parce qu'on développe aussi un vocabulaire commun. Et là, pour le coup, dans les indices d'adoption qui sont vraiment... c'est juste, mais c'est gratifiant aussi. C'est au bout d'un moment d'entendre des gens dire ah bah tiens là je suis en claim, j'ai besoin d'un coup de main et il suffit de dire à quelqu'un de l'équipe je suis en claim pour qu'il sache exactement où t'en es dans ton process, de quoi tu as besoin et comment est-ce qu'il peut venir t'aider. Et ça c'est fantastique. Alors les équipes research, par exemple, c'est la même chose. Si on dit ah bah tiens, je suis en observe, elles savent tout de suite que tu es dans une problématique d'exploration, certainement pas de validation, que tu as probablement besoin d'aller parler à des gens et de faire des interviews un petit peu poussées pour décortiquer des problèmes. Donc tu vois, ce mélange entre culture commune, vocabulaire commun et outils de scaling, tout ça a aussi un impact sur la qualité de ton produit et sur la cohérence de ton expérience. Il y avait Ok. un VP design chez PayPal qui disait quelque chose de très vrai. Il disait que la meilleure méthode, c'est celle que tout le monde utilise, et la pire, c'est celle sur laquelle on n'est pas tous alignés. Alors là, ça va au-delà de la méthode Discovery Discipline. Et je crois vraiment profondément que presque quelle que soit la méthode, l'important, c'est d'en avoir une et d'être tous d'accord dessus. Et ça, c'est le vrai impact pour la cohérence entre les équipes. Ouais, c'est vraiment d'avoir une source commune, tout le monde se branche là-dessus et tout le monde vit sur cette méthode Discovery Discipline. Et du coup, tout le monde se comprend en fait. Tout le monde a les mêmes problématiques en jeu quand on attaque un projet parce qu'il connaît les étapes, il connaît qu'est-ce qu'on va regarder en fait pour pouvoir passer à la suite et ça va venir s'infuser dans tout le reste. Exactement, absolument. C'est ça. Hyper intéressant ce point-là sur vraiment ouais, la culture, la communication au sein de la boîte. Une autre petite question assez liée, c'est résultat sur le produit. Qu'est-ce Est-ce que tu vois un gain en termes d'efficacité, en termes de satisfaction client, sur les nouveaux morceaux développés, intégrés depuis que la méthode est vraiment en place? Est-ce que ça, tu as pu le mesurer ou en fait ça s'est trop fait sur le long terme pour pouvoir se rendre compte d'un avant-après? Non, non, je pense que euh, on on l'a mesuré sur pas mal de dimensions différentes. Bah, l'exemple qu'on donne dans le livre, hein, on l'a pas dit, mais en fait, il y a un fil rouge. Donc, il y a toutes les étapes, on parle des étapes d'activité, mais il y a aussi un fil rouge d'un projet concret euh, qui suit la méthode. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui, en fait, avait déjà été mis en œuvre avant la méthode et sur lequel on s'est rendu compte bah, il y avait des trucs qui marchaient pas bien. Et donc, on a remis en œuvre le projet, mais cette fois-ci en suivant la méthode. Et ça a été, j'ai presque envie de dire le jour et la nuit, mais en tout cas, il y a eu un vraie différence parce que on a injecté un regard utilisateur à plein d'étapes du projet et en particulier sur les étapes amont autour de sujets de positionnement et de problèmes à résoudre, qui avaient été un petit peu euh, peut-être fait trop vite la première fois. Tu sais, il y a beaucoup, et je pense parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui disent moi, je subis les projets top-down dans mon entreprise. Et en fait, les problématiques, elles émanent pas directement des utilisateurs, elles émanent d'une vision ou d'une direction. Et puis ensuite, ça redescend et ça génère, je sais, en tout cas chez les designers, souvent beaucoup de frustration là-dessus. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que bah oui, la vie, c'est souvent comme ça, la vie de l'entreprise, très souvent mais qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, avec ça, faire des fonctionnalités centrées utilisateurs. Mais par contre, il faut passer le temps pour le faire. Et il faut le regarder sous tous les angles. Donc, pas simplement un angle d'utilisabilité ou un angle d'efficacité de l'interface, mais cet angle typiquement du first use case, cet angle du focus en général, mais du first use case, cet angle du positionnement. Et là, typiquement sur le projet dont on parle, une des choses qu'on n'avait pas faites la première fois, c'est de vraiment travailler le positionnement
très tôt. Et donc, on a travaillé sur ce projet avec le product marketing, mais aussi avec la marque, pour créer une identité autour de cette fonctionnalité, avant même de commencer à imaginer à quoi elle va ressembler exactement dans le produit. Donc, voilà, sur ce projet-là, on est passé d'une fonctionnalité qui, sur la même idée, la même vision au départ, avait du mal à prendre, à une adoption et surtout une compréhension beaucoup plus forte une fois qu'on a adopté cette méthode. Donc oui, on a vu ça ça c'est un gros projet, mais on le voit aussi sur des petits projets. C'est-à-dire que tu sors du projet avec beaucoup plus de clarté sur ce que tu viens de faire. Et je crois beaucoup plus de satisfaction parce qu'en fait, tu te rends compte que ton projet, tu l'as modelé sous pas mal d'angles. Peut-être que parfois, il y a une frustration de se dire, en fait, moi, designer, je suis juste là pour faire des écrans. Et là, dans ce process-là, en fait, on participe à toutes ces étapes de construction. On peut injecter l'influence du design dans en fait beaucoup plus d'étapes que ce qu'on fait d'habitude. En fait, en prenant en compte à la fois, on en parlait tout à l'heure, les touch points, en prenant en compte comment on va finalement marketer, comment on va vendre notre truc avec le tweet qui synthétise tout ça, et en ayant à chaque fois des choix un peu forts sur toutes les features où vous avez essayé avec le mode traditionnel, en tout cas le mode classique, et le mode en utilisant la méthode, vous êtes arrivé à des trucs beaucoup plus pertinents qui collaient mieux aux attentes, aux besoins, que ce soit à la fois de Blablacar en termes de succès de la feature, mais bien sûr des utilisateurs, parce que finalement si on colle mieux à leurs besoins, derrière il y a un meilleur succès. C'est ça. Il y avait. Alors, je ne sais pas si on a déjà cité du Martine Aubry dans ton podcast, mais je vais le faire. Je crois pas. C'est une première. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ah, il y a une époque où elle disait ça, je crois que c'est dans les primaires socialistes des dernières élections. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et ben, je suis assez d'accord avec ça. Et ça, je crois que c'est très, très vrai pour le design. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On met pas les choses sous le tapis, on se dit pas, bon, ça ira, ils se débrouilleront. Ça, c'est pas vrai. En fait, quand on est flou, on comprend pas et on crée des blocages. Et je crois que ces étapes de livrable très précises, elles t'empêchent d'être flou parce qu'elles te forcent à être extrêmement précis. Des fois, c'est difficile. L'alignement d'une équipe sur un tweet à une étape précoce du projet pour expliquer en quoi cette feature elle va avoir un impact à des utilisateurs, c'est pas simple comme exercice. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a pas de prescription sur le temps que tu vas y passer. Si tu es capable de le faire en 3 minutes, c'est fantastique. Mais c'est pas si simple en fait. C'est pas facile de l'écrire. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de parvenir à ce livrable. Comment tu y parviens? Ça dépend de ton équipe et puis de tes connaissances au moment où tu fais le livrable. Justement, tu me donnes une très bonne transition vers une des questions que je m'étais gardée, que je voulais absolument te poser, et donc je voulais absolument qu'on en parle. Ça fait plusieurs fois que tu me parles du temps. D'ailleurs, tu m'as dit que la méthode implique pas de timing, en fait, rien n'est spécifié. Et dans l'extrait du livre que j'ai pu voir en avant-première, il y a un moment, t'as écrit que la méthode peut s'appliquer en 1 heure ou en 1 an. Mais pourquoi c'est possible, et c'est quoi la philosophie derrière cette proposition un petit peu folle, un petit peu étonnante? C'est rare qu'on voit des méthodes où on me dise ouais, en fait, en 1 heure, en 1 an, en fonction du contexte, ouais, ça peut. C'est désormais la fin de cet épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine dans la seconde partie pour répondre à ces questions de timeline, mais aussi à l'adoption et à la double lecture de cette méthode. Si vous voulez en savoir plus, le livre Discovery Discipline publié par Tiga est dispo en précommande dès maintenant via le petit lien en description. Merci d'avoir écouté Parlons Design, à la semaine prochaine, salut. Parlons design.